a pas à trouver de tonnage. En se promenant, on se rend compte qu'il y a les villes de Joal, comme tu le dis, les villes de Mbourg, qui attirent une très forte migration du fait de l'activité de pêche. Ce sont des zones aussi de concentration, comme tu le dis, d'externalité. Et quand on parle d'externalité, c'est surtout les ordures ménagères. Le plastique, les gens ils mangent dans la rue, parce que socialement aussi, les gens ne se rendent pas compte. Mais quand vous êtes dans une ville de migration, les gens ils sont dans des conditions souvent précaires. C'est les gens qui sont dans des conditions précaires qui produisent le plus d'ordures. Et c'est les gens qui sont les plus compliqués à gérer, parce que quand les ordures sont générées dans les foyers, c'est possible de les collecter, ça ne pose pas de problème. Mais quand ils sont générés par des gens qui sont là aujourd'hui, qui seront là-bas demain, qui n'ont pas de domicile fixe, qui ne s'attachent pas trop à un milieu géographique bien précis, c'est difficile de gérer ces ordures-là, parce qu'il y a une partie qui est générée au niveau de domicile, mais il y a une partie qui est générée régulièrement à travers les restaurants, à travers les vendeurs ambulants, à travers les gens qui mangent dans la rue, qui fait que les villes comme Joal et Mbour, qui sont les villes de pêche, c'est un facteur aggravant en fait. Ben, le projet Gavat, en fait, on ne l'a pas accueilli, c'est nous qui l'avons promu, nous en sommes vraiment les promoteurs. Il est né d'un projet pilote qu'on avait déjà essayé à Joal, sous forme de, comme le dit le nom, un projet pilote qu'on a essayé sur deux quartiers, pratiquement les deux petits quartiers de Joal. L'un s'appelle Ndjong, l'autre s'appelle Millennium. C'est là-bas qu'on a testé ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, grandeur nature dans la ville. C'est parce que ça avait fonctionné au niveau de ces quartiers qu'on s'est rendu compte qu'une approche communautaire de la gestion des ordures et aujourd'hui l'avenir de la gestion des ordures au niveau en tout cas des petites villes qui ont la dimension de Joal. Je ne sais pas si c'est peut-être mutatis mutandis, si on peut le faire dans des grandes villes comme Dakar, Saint-Louis, Thiès, mais dans des villes qui sont à dimension presque humaine, il est non seulement possible de gérer les ordures, de les maîtriser, mais de créer des emplois, de créer des richesses tout en assainissant l'environnement. Ça n'a pas bloqué. En fait, le projet Gavat est une réponse aux limites qu'on a constatées dans la gestion traditionnelle des collectivités locales. En tant que compétence transférée, ce que les communes faisaient, pratiquement toutes les communes du Sénégal, enfin, celles qui ont les moyens, c'était d'acheter en camion et de collecter quotidiennement les ordures le long de la route. C'est ce que toutes les villes du Sénégal faisaient. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas parce que dans une ville comme Joal, que vous allez vous rendre compte qu'il y a un dessin longiligne avec une seule route goudronnée. Vous savez que ces camions qui ont 15 tonnes de poids, parfois sans les ordures, ne peuvent pas aller dans les zones sablonneuses. Donc si vous allez à Mbour, vous avez une zone qui va s'étendre sur des milliers d'hectares où il n'y a pas de route goudronnée. Ça veut simplement dire que si le camion s'aventure en dehors de la route, il s'embourbe. Ça, c'est un premier facteur qui explique que ce système traditionnel-là dont vous parlez, c'est ce système-là qui a bloqué. À Joal, je vais vous dire pourquoi ça a bloqué. C'est parce que compte tenu de la longueur de Joal, le camion qu'on avait, quand il prend le départ, par exemple ici à la mairie, déjà qu'il ne peut pas aller à Vajut, qui est partie intégrante de la ville. Vous comprenez cela? C'est les populations qui sont insulaires, le camion ne peut pas y aller. Donc je pense que Fajut à lui seul justifie qu'on puisse réfléchir à un système communautaire de gestion aujourd'hui. Mais dans le cas précis de la ville de Joal, qui s'étend sur pratiquement 5 km de long, vous prenez un camion, avec une benne, vous le prenez le lundi matin, parce que les gens ne travaillent pas le week-end, c'est des fonctionnaires, même s'ils n'ont pas le même statut que les autres fonctionnaires, c'est des fonctionnaires. Ils ne travaillent pas le samedi, ils ne travaillent pas le dimanche. Le samedi et le dimanche sont les jours où les populations passent leur journée dans leur foyer. Subséquemment, c'est les jours où il y a le plus d'ordures. Et c'est les jours où le système ne fonctionne pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, quand les gens sont chez eux le samedi, ils produisent plus d'ordures que les autres jours. Et le dimanche, ils en produisent encore davantage. Et pendant 2 jours, il n'y a pas de collecte d'ordures parce que les gens qui travaillent dans la voirie, c'est des fonctionnaires. Donc ils ne viennent pas, ils sont en repos. Quand le camion arrive le lundi pour faire de la collecte des ordures, il ne fait pas le tiers de Joal, il est plein. Donc il faut aller décharger. Et à 16 h, quand les gens doivent descendre, parce que c'est des fonctionnaires, encore une fois, je répète, il faut retenir ce mot-là, ils n'ont pas fait la moitié de Joal. Ça veut dire que les ordures qui sont vers le bout de Joal, dans peut-être les 2 derniers kilomètres, les ordures du samedi, du dimanche et du lundi n'ont pas été collectées.
Et le mardi, les ordures du mardi sont encore dans la rue le mardi. Parce que le camion n'est pas venu là depuis vendredi. Parce qu'il n'a pas travaillé samedi, il n'a pas travaillé dimanche, et lundi, il n'a pas pu finir le circuit. Donc quand vous allez au bout de la ville, ben, il y a des tas d'ordures parce que soit du fait de la défécation des animaux, c'est les ânes ou les chèvres qui viennent culbuter les ordures, ou bien c'est tout simplement les bonnes femmes qui ont des poubelles qui n'ont pas envie de les laisser dans la rue pendant 4 jours parce qu'ils vont se faire voler. Vous comprenez? C'est ça qui a échoué. On s'est rendu compte que le système de collecte avec des camions à bennes qui collectent quotidiennement les ordures ne marche pas parce qu'il y a des jours qui sont ou fériés ou qui ne sont pas ouvrables et on ne peut pas obliger les gens de la voirie, comme le secrétaire, comme tout le monde, à aller travailler ce jour-là. C'est un système qui a échoué. Donc je te réitère encore ce que je te dis. Le projet GAVAD, c'est une réponse à ce système-là. C'est une réponse à ce système-là dans la mesure où, vous voyez, la décentralisation, c'est une compétence. C'est une compétence qui appartient à la commune. La commune, c'est la communauté de Joal-Fadiouth. C'est les populations, c'est les quartiers. Au nom du principe de subsidiarité, on a demandé aux gens d'appliquer la compétence qui était revenue à la mairie et que la mairie ne pouvait pas assumer compte tenu des problèmes techniques dont je vais te parler. Donc on a dit, au lieu de faire une collecte traditionnelle qui a échoué partout, même à Dakar, on a dit on va faire une collecte communautaire. La collecte communautaire elle est juste simple. On a demandé aux quartiers de gérer leurs ordures eux-mêmes. En quoi faisant? On a éliminé le véhicule. On a donné à chaque quartier une charrette et un âne ou 2 charrettes et un âne selon sa dimension et la dimension des foyers. On a dit la charrette collecte les ordures du quartier uniquement. On a demandé aux populations de participer à cet effort-là. Indépendamment de la tome qui est la taxe dans les mois des ordures ménagères, on a demandé aux populations à 1000 francs par foyer, par mois. Et on a demandé aux populations, selon un processus de sensibilisation qui a duré plus de 2 ans de communication, d'installer des comités de salubrité dans chaque quartier, qui sont tout à fait autonomes, qui gèrent la charrette et le matériel lourd qui a été mis à leur disposition par la mairie, c'est-à-dire l'âne, la charrette et le petit matériel. Donc le charretier devient le salarié du quartier. Tous les foyers payent et c'est le quartier qui gère son argent. Et à la fin du mois, quand le charretier est payé, mais il reste de l'argent. Et le quartier est propre. Parce que quand le charretier se lève, il collecte tous les ordures de tout le quartier très facilement, avant 11 heures. C'est ce système-là qu'on a essayé comme projet pilote au niveau de Mbelenium et de Nyong et qui a marché. On est parti avec 3 millions, monsieur. Il nous a fallu 3 millions de Tostan pour faire ce projet pendant 2 ans. Il a marché. On est allé au-delà de ça. On a dit les ordures ont une valeur. Et on a rajouté la partie. Et tout le monde s'assied, on en parle. Quand vous allez dans des quartiers comme ça, qui sont les plus grands, les gens ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. C'est quelques personnes qui se connaissent parce que là, ils sont les plus anciens. Donc, sur 10 personnes, le délégué de quartier va pouvoir identifier 4 ou 5 et le traîner par la même pour le dire, il y a rien. C'est compliqué de les regrouper. Et quand vous ne regroupez pas les gens, vous ne pouvez pas les sensibiliser. C'est là-bas qu'on a le problème de sensibilisation. Donc on a le problème d'infrastructure qui n'est pas réglé là-bas, alors qu'il est réglé ici. Il y a ce problème de sensibilisation qui est très très ardu. Il y a ce problème de ciment social qui n'existe pas. Et quand vous voulez faire un projet sur une base communautaire, il faut que la communauté existe socialement. Là-bas, il n'y a pas de communauté malheureusement. C'est des quartiers comme une périphérie. Je n'ose pas dire ça. Ce n'est pas la périphérie de Joal. C'est des Joaliens à part entière. Ils ne sont pas à la périphérie, ils sont dans Joal. Mais socialement, ce n'est pas encore la même chose qu'ici. Et c'est ce qui fait que le projet pêche là-bas. Mais nous espérons que quand l'infrastructure sera mise sur place, quand nous allons employer et nous baser sur tous les leviers que nous avons mis en mettant en réseau nos efforts avec d'autres projets qui sont déjà à Joal et qui vont continuer à la fin du projet, nous pensons qu'à la fin du processus, on pourra essayer de corriger toutes ces difficultés. En fait, c'est des difficultés qui sont là, dont on le sait, on ne les ignore pas, mais dont on va prendre de plus en plus compte dans le cadre de la finalisation. Ben, on est en train d'installer l'infrastructure. Elle a ouvert 2 chantiers et il y a un 3e chantier qui n'est pas encore ouvert. Et quand on aura toute cette infrastructure-là, ça va être plus facile. On va reprendre la sensibilisation, mais on s'est aussi adossé sur un projet de EDA Santé qui est là à Joal, qui travaille dans le cadre de l'environnement, dans la santé, mais approche environnementale.
en fait, faire comme l'État du Sénégal aujourd'hui. L'État du Sénégal, je pense que la priorité aujourd'hui, c'est pas de soigner les gens, c'est d'éviter qu'ils tombent malades. Et on sait qu'à Joal, la santé est intrinsèquement liée à l'environnement. Donc, quand j'ai vu les études du projet de l'ENDA, aujourd'hui on a même un protocole d'accord qui nous lie, on a des activités à faire ensemble. Et dans ce cadre-là, on a formé des relais, 26 relais qu'on a formés, qui sont de Joal, qui sont installés à Joal et qu'on a fait en sorte de répartir dans les différents quartiers pour que même à la fin de ce projet, qu'ils puissent continuer à faire cette sensibilisation. Parce que des gens en fait, qui étaient déjà sur le terrain, que ce soit des relais communautaires, qui déjà étaient sur le terrain, mais à qui qu'on a renforcé en termes de gestion des ordures et de l'environnement. Il y a aussi un certain nombre de formations qu'on va faire pour que les comités de salubrité fonctionnent bien. Le projet, comme je te dis, il fonctionne sur une base communautaire, ça va au-delà de la communauté. Il pose des problèmes de participation et de démocratie. Parce que il y a des populations parfois qui adhèrent parce qu'ils savent que c'est transparent. Il y a des gens qui refusent de payer parfois parce qu'on ne sait pas où va l'argent. Et il pose ce problème-là de gérer les sous et de rendre compte. Ce n'est pas seulement les politiciens qui doivent rendre compte ou l'administration, c'est les populations à la base qui demandent qu'on rende compte. Aujourd'hui, moi j'ai vu des comités où tu vois quelqu'un dit je ne paye pas parce que je ne sais pas où va l'argent. Cette personne-là. Et là, une demande sociale, elle demande à ce que la chose soit démocratique et transparente. Elle ne demande pas autre chose. Donc dans ce sens-là, on va faire une formation avec Mme Dia et des experts qui viendront en formation pour apprendre aux gens à rendre compte de manière régulière. Pour permettre deux choses. Convaincre les gens qui hésitent parce qu'ils pensent que l'argent va être bouffé. Et faire fonctionner le projet. Parce que si le charretier ne travaille pas, le projet ne fonctionne pas. Et si le charretier n'est pas payé, ben, il ne travaille pas. C'est aussi simple. Si vous avez un employé que vous ne payez pas à la fin du mois, il va aller faire autre chose. Donc il faut que le charretier soit payé et le paiement du charretier dépend du paiement de chaque foyer. Donc il faut qu'on fasse un projet qui permette non seulement aux responsables des comités de salubrité à la base, non seulement d'avoir une gestion démocratique, mais une gestion transparente. Ça c'est important. C'est des activités qu'on va faire et qui nous pensons, joints aux activités de sensibilisation, vont pouvoir permettre de régler de plus en plus un certain nombre de problèmes. Parce qu'au niveau des centres, même si socialement les gens ne sont pas très cohérents, je pense qu'il nous faut trouver une masse critique. Dans les quartiers d'Alger, on peut penser qu'on va toujours aller jusqu'à 99-98%. Parce qu'on a dit aux gens dans le projet, il y a parfois des gens qui n'ont pas la capacité de payer. Parce qu'il y a quand même de la pauvreté dans ce zone. On dit socialement les gens se connaissent. Et normalement, quelqu'un qui habite dans un quartier pendant 20 ans, il connaît les gens qui sont capables de donner 1000 francs et ceux qui ne sont pas capables de le faire. Donc s'il y a quelqu'un qui n'est pas capable, socialement, la communauté doit le soutenir. Continuer à prendre ses ordures, mais accepter que cette personne ne peut pas payer. Parce que si on la met en marche, ben ces ordures vont rester dans la ville. Au niveau de Sanch, on n'a pas la même ambition, mais de trouver une masse critique pour que dans chaque quartier, que les gens qui participent au projet soient un peu plus nombreux, qu'ils dépassent la moitié. Parce que quand ils dépassent la moitié, ben, les gens qui ne participent pas vont être gênés. C'est comme quand vous avez un comportement de groupe, quand vous êtes 10 dans la classe et qu'il y a 8 qui bavardent, ben, tout le monde bavarde. On a l'impression que tout le monde bavarde. Mais quand 2 personnes bavardent et que les autres sont concentrés, ils peuvent être gênés et se taire. C'est ce qu'on cherche à sortir. D'avoir une masse critique au niveau de chaque quartier pour que cette masse critique puisse participer régulièrement au projet et que les autres se rendent compte qu'ils ont d'autres choses à faire que de se mettre en marche de la loi. La question que vous posez est compliquée parce que le contexte de Joal est particulier. Le maire de Joal est en maire sortant. Enfin, le maire titulaire. Il est en maire sortant. Mais je pense pouvoir personnellement me prévaloir dans certains bilans de ce projet et d'autres choses. Et de ce point de vue, je pense que ce projet est un projet porteur du point de vue politique. Parce que c'est un projet qui est pratiqué dans les foyers. C'est les femmes qui nous voient chaque jour venir leur parler. C'est les femmes qui nous voient leur donner des poubelles quasiment gratuitement. C'est les quartiers qui nous voient leur fournir des charrettes, remplacer les gens quand ils sont décédés. C'est les quartiers qui nous voient faire des formations, les sensibiliser et les aider à assainir leur environnement. Je pense que de ce point de vue-là, ce projet est porteur politiquement. Vous avez posé deux choses.
chose. C'est-à-dire que la fermeture de Sindia, je pense que du point de vue environnemental, c'est un processus qu'on ne peut pas arrêter. Mbebus, il faut que Mbebus disparaisse. Maintenant, le refus des populations au niveau de Sindia a peut-être posé un problème de communication et d'incompréhension. Mais je pense que l'État doit aller plus loin que ça. C'est-à-dire que la décharge de Mbebus, elle est grosse parce qu'on ne gère pas les ordures. Aujourd'hui, l'avenir, ce n'est pas de prendre les ordures en vrac et de les mettre quelque part. Parce que si on fait disparaître Mbebus, en continuant dans le même processus, c'est parce qu'on recule le problème. Sur lequel on devrait. On va déplacer Mbebus, mais on va créer un autre Mbebus parce que tant que les ordures de Dakar arrivent en vrac, il faudra bien qu'on les mette quelque part. Parce que les populations ne vont pas les boire et on ne va pas les mettre en mer. L'avenir de la gestion des ordures, c'est le tri. On a calculé casual, quand vous triez les ordures, le reste qu'on doit peut-être laisser dans une décharge contrôlée, c'est moins de 5% des ordures ménagères qu'une famille produit à Joal. Les chiffres ne doivent pas trop varier à l'échelle nationale. Donc il faut que l'État du Sénégal prenne une décision courageuse qui va peut-être appliquer à long terme, c'est de faire le tri des ordures et de le valoriser. Les gens qui se tuent en Mbebus, ils doivent pouvoir faire de la valorisation sans la faire dans les conditions installées de Mbebus. Mais il faut que les populations apprennent à trier les ordures. C'est l'avenir de la gestion des ordures ménagères.